Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. On se retrouve aujourd'hui avec Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son témoignage, un témoignage fort et puissant et qui, je pense, peut toucher beaucoup de personnes et des personnes, voilà, surtout qui ont peut-être rejeté Dieu ou qui n'ont jamais voulu entendre parler de lui. Alors, écoute, Eva, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Du coup, moi, je m'appelle Eva, j'ai 22 ans. Là, je viens de finir mes études, donc je rentre dans la vie active. Et je suis une jeune convertie. Donc, ça fait officiellement qu'un an et un mois que je suis baptisée et que je retourne à l'église constamment. Et d'ailleurs, je suis à la CVN à Montpellier. C'est voilà. Ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte familial tu es née, comment tu as vécu ta jeunesse, tout ça? Du coup, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, mon père est pasteur et voilà. Donc, moi, j'ai trois sœurs et un frère. Donc, voilà, on a grandi dans l'église. Clairement, au début, donc, j'étais à Bléville, ça s'appelait pas encore la CVN. Et donc, on y allait toute mon enfance. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, mais je m'en souviens comme une enfance heureuse. Voilà, toutes mes activités extrascolaires quasiment étaient reliées de près ou de loin à Dieu. Par exemple, on faisait les scouts. J'ai fait aussi des colos chrétiennes, des camps où j'allais au cheval, tout ça. Et puis, j'ai fait les petits niveaux d'école du dimanche. Et pour moi, Dieu a toujours existé. Enfin, ça a toujours été un fait. Et je me suis jamais posé la question, et même plus tard dans ma vie, je me suis jamais posé la question de Dieu en fait. J'ai toujours su qu'il existait. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est son amour. À cette époque-là, je savais, mais sans l'avoir ressenti. Et voilà, donc mon enfance plutôt joyeuse. Et puis je me rappelle des expériences que j'ai faites où Dieu me parlait, surtout Dieu, ouais. C'était vers mes 7 ans, 7-8 ans, j'étais en CE2. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il n'y avait pas de raison particulière, mais à ce moment-là, Dieu vraiment me parlait, à travers des rêves notamment. Je me rappelle de faire des rêves et je me réveillais le matin et me dire, ok, là je sais que ça venait pas de moi, même si je comprenais pas tout. Et d'ailleurs, j'ai fait l'erreur de pas les noter à cette époque. J'ai encore des bribes et tout, mais je sais vraiment que ça venait de Dieu parce que le matin, j'en étais convaincue. Et il y a juste un petit épisode que je vais raconter parce que ça s'est produit à cette période-là. Donc quand tu avais à peu près 7 ans, c'est ça ? Pareil. Okay. Ouais, vraiment, je pense que c'était au même moment. Et c'est un épisode qui, en fait, a marqué toute ma vie. En fait, j'étais chez moi et puis c'était le temps de la sieste. Donc, tu sais, les enfants, ils veulent pas trop se coucher. Et puis moi, je voulais pas dormir. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais rien faire, je vais rester dans mon lit. Et puis, je voulais pas dormir, j'arrivais pas à dormir. Et donc, je me suis levée. Et puis, il y a eu un petit truc avant. En fait, j'ai fait une vision. Je me lève et puis je commence à parler à Jésus, comme un enfant. Voilà, je dis, oui, Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir donné une famille. Et je me rappelle de parler très simplement et juste de parler de cœur à cœur avec Jésus. Puis je me rappelle un moment, j'étais triste. Je priais vraiment pour les gens autour de moi, les gens à l'école. Je disais, Seigneur, touche-les parce que voilà, tu vois, tu vois qu'ils vont se perdre. Et voilà, je priais pour eux. Et en fait, je me rappelle que j'avais les yeux ouverts et j'étais au milieu de ma pièce. Et juste, je lève les yeux et je vois comme des plumes tomber du plafond. Des toutes petites plumes comme ça. Et là, en fait, j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire. Mais quand j'ai voulu en attraper une, elles ont totalement disparu. Et en fait, je raconte ça parce que toute ma vie, et même quand je me suis éloignée de Dieu, ces petites plumes, j'ai continué à les voir. Et j'ai pris ça comme des clins d'œil de Dieu à chaque fois. Je les voyais toujours dans des endroits incongrus. Ça pouvait être dans la boue. Elles étaient toujours blanches. Devant chez moi. Oula, pardon. Enfin, dans la boue, dans du gravier, mais toujours blanches, éclatantes. Et je me rappelais quand je les voyais, je me disais, ok, Dieu me parle. Je comprends pas ce que ça voulait dire. Et en fait, avec le recul, je pense juste que ça voulait dire, genre, je te vois. Enfin, je pense à toi et n'oublie pas, je suis là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que c'est resté toute ma vie. Et c'est incroyable. Ça, je l'explique pas. J'ai jamais revécu ça, mais je me suis dit, je pense que Dieu savait ce qu'il faisait à ce moment-là. Et puis, donc après, enfance normale, jusqu'au collège. Au collège, mon père change d'église parce que du coup, il a été
une église avait besoin d'un pasteur et donc il a été, je sais pas si on peut dire muté, mais voilà, là-bas. Et c'était à Eudes, donc Eudes du Havre, c'est à 1h30. Donc 1h30 aller, 1h30 de retour. Et donc on y allait en famille tous les dimanches. Et mon père y allait aussi le mercredi pour des réunions d'église, mais on n'y allait pas. Ouais. Et donc tous les dimanches, on y allait. Et puis... moi, ça a été juste un petit peu compliqué de quitter mes amis que je m'étais fait dans l'église avec qui je faisais les royales aussi, donc je les voyais souvent. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a marqué non plus, donc on arrive dans l'église, ils sont pas beaucoup, et tout de suite, on se fait t'es quand même des amis, donc on est quand même bien accueillis, et puis on voit que les gens sont contents quand même d'avoir un pasteur stable avec une famille. Et on vient régulièrement, donc ils nous voient aussi. Donc je vois vraiment qu'on est bien accueillis. Et à cette époque-là, tu avais à peu près quel âge ? Je pense que j'étais en 5e, entre 5e ou 4e. Donc ok. Je sais plus. Début d'adolescence. Ouais, c'est ça. Ok. Donc je rencontre des amis et tout, et puis ça se passe plutôt bien. Et donc ça, on est resté là-bas 4 à 5 ans, je crois. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à avoir des comportements dans l'église. Et je pense que je me rendais pas compte avant parce que j'étais jeune, mais c'est des comportements sûrement qu'il y a dans toutes les églises. Mais j'ai vu des choses, en fait, j'ai vu même des bagarres dans une église. Et c'est des choses qui m'ont choquée parce que pour moi, l'église, c'était parfait. Et avec ma vision d'enfant, j'étais un peu étonnée. Et j'ai vu des comportements, des choses, mais c'est des choses, juste je réalisais que voilà, l'église, c'était pas parfait, mais ça m'impactait pas encore. Okay. Et puis, au fur et à mesure, donc on continue à y aller. Et avec le recul, je pense vraiment qu'il y avait une résistance. Le diable vraiment était là. Enfin, je voyais pas dans l'église, mais l'attaque, ouais. Il y avait vraiment au niveau une attaque. de toi, particulièrement. Pas de moi, je pense dans l'église. Enfin, je pense que ce qui se passait, ça plaisait pas. Et du coup, je l'ai vraiment vu j'ai vu dans des comportements et tout. Je me suis dit, waouh, il y a des choses, tu vois, ça même hors de l'église, ça arrive pas. Ouais. Et en fait, mes parents, ils ont commencé à se disputer. Et moi, j'ai associé ça à l'église. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, hein. Mais moi, j'ai associé ça à l'église directement parce qu'il y avait des choses de l'église qui impactaient directement ma famille, ce que maintenant je peux comprendre. Et du coup, en fait, des fois, les 1h30 aller, 1h30 retour, c'était que de la dispute. Et je me rappelle que nous, on était derrière. Nous, on avait des petits casques parce qu'en fait, on avait la télé. Ouais. Et donc, on entendait sans entendre, mais enfin, tu sais, on voulait, entre nous, on se parlait pas de ça. Et du coup, c'est comme si on fermait les yeux un peu dessus. Et puis je me disais, c'est une passe. Enfin bon, après tout, tous les parents se disputent et tout. Et je me disais, ça va passer. Et en fait, ça a continué vraiment, je pense que ça a duré au moins 1 an et demi. Vraiment tout le temps. Et puis c'était plus que les 1h30 aller, 1h30 retour. C'était vraiment tout le temps. Même à la maison. C'est ça. Et justement, je n'osais pas inviter des gens chez moi parce qu'une fois, j'avais invité une copine. Et le matin, elle était réveillée avant moi, et puis mes parents, ils se disputaient en bas, et puis elle me l'avait dit quand je m'étais réveillée, je me suis dit, ok, si même une copine le remarque, c'est que vraiment, il y a un truc et tout. Mais je me disais, oui, ça va passer, et puis sûrement que c'est juste passager, juste l'église, en fait. Mais j'ai commencé quand même à en vouloir un peu à l'église intérieurement. Et puis un jour, c'était en seconde, donc seconde, je pense qu'on a 15 ans. Il y a eu un peu, c'était après Noël. C'était, c'était décembre 2017, donc juste avant le Nouvel An. Il y a eu la dispute de trop. Et moi, j'ai vu ma mère partir de la maison. Donc c'était compliqué parce que en tant qu'enfant, quand tu vois ta mère qui part, surtout la mère, moi j'étais très proche de ma mère, je me suis dit, là, ok, je me suis sentie abandonnée. Et en fait, on m'a pas expliqué, c'était vraiment brut. Et elle est partie, elle a sa raison, et puis moi, j'en ai jamais voulu de ça. Juste que du coup, il n'y a eu aucune communication, et j'ai vu mon père extrêmement triste d'un coup. Elle, j'ai vu qu'elle souffrait aussi, mais que du coup, c'était chacun de son côté. Et puis entre mes frères et sœurs, moi je voulais pas en parler. J'ai beaucoup intériorisé, je voulais cacher ça. Parce que je voulais pas leur montrer que ça me touchait.
Et je voulais être la personne forte, la personne forte pour eux, alors que je suis pas du tout forte, je suis très sensible de base. Et je me suis fait une carapace et j'en ai voulu à plein de gens. J'en ai voulu à l'église. Et d'ailleurs, du coup, mon père a arrêté ses responsabilités là-bas du jour au lendemain. Et donc ça a été dur aussi parce que je me suis dit, ok, les gens là-bas, je suis pas capable d'aller les voir pour leur dire au revoir. Je peux pas y aller seule avec mon père. Et du coup, on a dû laisser mon père y aller seul. Et je me suis dit, mais c'est horrible. J'ai eu beaucoup de peine pour lui, j'ai eu beaucoup de peine pour nous. Et je me suis dit, en fait, c'est à cause de l'église qu'on en est arrivé là. Et je suis désolée si je suis émotive. Non, mais c'est tout à fait normal, Eva. Mais du coup, j'en voulais énormément à l'église. Et puis, au-delà d'en vouloir à l'église, j'ai commencé à renfermer tout sur moi et à me mettre une carapace et me dire, ok, je veux plus être triste. Enfin, voilà, je vais essayer de prendre sur moi et ça ira mieux. Et en fait, je pense que je me voilais la face, mais du coup, j'étais devenue hyper irritable et irritante pour tout le monde. Moi, j'acceptais pas la souffrance des autres. La souffrance de... Quand on jouait de la souffrance... mes frères et sœurs, ce qui est normal, je les voyais souffrir et je voulais pas en parler. Et parfois je leur parlais mal et tout parce que ça portait en dispute. Mais je voulais pas qu'ils m'avouent qu'eux aussi étaient en souffrance. C'était trop dur pour moi de prendre ça. De supporter ça en plus. Et donc pour parler de ma mère, quand elle est partie, elle nous a pas abandonnés. Elle a quitté le domicile, mais elle nous a pas abandonnés non plus. Elle a pris un petit truc en location, mais du coup. On la voyait une fois par semaine. Et quand je la voyais, je voyais ma mère qui était triste. Et c'était moi de m'occuper. Nous, on s'occupait d'elle et tout. Et je sais pas, ça nous responsabilise. Très vite, on a été responsabilisés. Et je me suis dit, en fait, oui, c'est mon rôle de grande sœur d'être là pour ma mère, évidemment. Mais il y a des choses, j'ai pas envie de les vivre à cet âge-là. Et c'est pas ton rôle, Eva. Et c'était pas ton rôle. Mais c'était très dur, ouais. Quand les parents se séparent, et je l'ai vécu aussi, moi, quand j'avais 17 ans, quand les parents se séparent, généralement, il y a quelque chose qui se passe où, en fait, tu deviens la mère de ta mère, où tu deviens la mère de ton père. Et les rôles s'inversent. Parce qu'eux, ils sont tellement dans leur souffrance qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour. Et ils se disent juste, mes enfants sont assez grands, ça va le faire. Et en fait, de ce truc-là, moi, je me souviens où ma mère ne faisait plus rien à la maison. Et je devais m'occuper de tout, de ma petite sœur en particulier. Et donc, en fait, tu deviens la mère de ta mère, mais la mère de tes frères et sœurs aussi, parce que tu dois prendre cette responsabilité. Et pas à vivre ça, c'est pas... Mais du coup, moi, je me sentais aussi obligée de le faire parce que c'est ma mère et que je l'aimais énormément. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était très dur et du coup, je recevais pas l'amour. Alors, c'est normal, ma mère était en souffrance. Du coup, elle n'arrivait pas à me donner de l'amour comme j'avais besoin à ce moment-là, parce que moi aussi, j'avais besoin d'être réconfortée. Bien sûr. Et du coup, comme je trouvais pas cet amour ici, je le trouvais pas dans l'église, je suis allée le chercher ailleurs. Et en fait, donc cette période-là, j'étais en seconde, et j'avais une amie que je connaissais depuis des années. On se connaissait depuis le CP, mais voilà, on était amis. On se parlait. Mais on n'avait pas de vraie relation plus que ça. Et en seconde, on était dans la même classe et on s'était beaucoup rapprochés. Et du coup, je me suis sentie que j'en parle à quelqu'un. Et comme à la maison, je voulais pas en parler. Forcément. J'en ai parlé à cette personne. Et sur le coup, ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a livré aussi des choses sur elle. Et du coup, ça a forcément directement construit une relation très forte. Et on est devenus très vite fusionnels. Et en fait, j'avais l'impression d'être la meilleure amie, tu sais, comme tu vois dans les dessins animés, dans les films et tout. On était on avait même le prénom quasiment. Et du coup, elle était l'imposée de moi, elle était grande et blonde, moi j'étais petite et brune. Mais ça faisait un peu comme dans tous les films qu'on voit. Et du coup, je me disais, ça c'est ma meilleure amie, c'est peut-être la seule personne qui m'aime vraiment en fait. Et c'est faux, je le sais maintenant, mais à l'époque, j'avais besoin de me dire, ok, même si tout autour de moi s'effondre, j'ai cette personne. Et du coup, j'ai construit ça et je pense qu'elle aussi, de ce qu'elle vivait, toutes les deux, on s'est trouvées à ce moment-là. Et j'allais à l'église, alors du coup, je vais rebasculer sur ça, mais j'allais à l'église avec mon père parce que je pense que pour mon père, c'était dur d'y aller seule et
de montrer une famille qui était déjà décomposée. Surtout quand t'es pasteur, je pense que venir à l'église sans ta famille, sans ta femme et sans une de tes enfants, c'était pas possible. Donc il m'encourageait fortement à venir avec lui à l'église. Et moi, j'avais pas du tout envie de venir. Ouais. En plus, on venait de changer l'église, du coup, c'est là où on s'est connus. Ouais. Moi, franchement, j'avais pas envie de venir. Je venais pour lui faire plaisir, et pour aussi montrer un peu l'unité. Mais en fait, j'étais là, je chauffais la chaise, genre, je voulais pas être là. Et j'en voulais à l'église, du coup, pour moi, c'était à cause d'eux. Donc alors, pas d'une personne en particulier, mais de l'église en général. L'église en général, ouais. Et j'en voulais à Dieu. Ouais. Et derrière ça, j'en voulais énormément à Dieu. Je comprenais pas comment c'était possible de nous faire ça, alors que, je sais pas, mon père, j'ai vu donner son temps, son énergie pour l'église à chaque fois, même au-delà de l'église, il a fait d'autres choses. Et je le voyais, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur? Et ouais, j'en ai voulu, même si je réfutais pas qu'il existait. Hein. J'ai toujours cru à ça, mais je comprenais. En colère. Ouais, en colère, et je comprenais pas que Dieu était amour. Ça, pour moi, je pouvais pas l'entendre. C'était pas possible. Et du coup, donc ça, c'était cette partie. Donc j'allais à l'église, mais moi, je créais pas de lien, je parlais pas aux gens. Voilà, j'étais là. Mais... je suis là, je viens, je repars pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Puis, ouais. Mais c'était juste ça. Enfin, c'était de la façade, quoi. Et du coup, j'avais pas de vraie relation d'amitié chrétienne, hors une amie qui s'appelle Kim, voilà. Et Kim, c'était une amie que, pareil, je connaissais depuis longtemps. Et c'était une très très bonne amie à qui, elle aussi, je me suis confiée, même si j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je me suis confiée à elle et c'était une personne très proche. Donc ça, il faut le retenir quand même pour l'histoire. Et c'était la seule personne en qui j'avais confiance, avec elle et puis ma meilleure amie. Ouais. Et donc cette meilleure amie d'école, du coup, je rebascule sur ce plan-là. On restait tout le temps ensemble. En fait, sur les 3 années du lycée, on a toujours été dans la même classe. Et carrément, on faisait des mots et tout pour être ensemble parce qu'on voulait pas être séparés. Et moi, au fond, j'avais peur d'être abandonnée. Ouais. Et du coup, j'avais peur que si j'étais pas avec cette personne, je me retrouve seule et voilà, je savais pas comment faire. Et du coup, je restais collée à elle. Et en fait, ça a commencé à nourrir toutes les deux. Alors, je pourrais même pas dire comment ça a commencé, mais on a construit une amitié tellement fusionnelle qu'elle était très exclusive aussi. Et du coup, petit à petit, et c'est venu de moi aussi, j'ai commencé à couper toutes les autres relations que j'avais en me disant ça sert à rien, j'ai cette amie, moi ça me suffit. Et donc j'ai viré au fur et à mesure. Et puis elle a fait un peu le même de son côté, sans qu'on se concerte avant. Et du coup, donc on restait tout le temps ensemble. Et en fait, évidemment, ça a entraîné... Un peu malsain. Ouais, totalement. Totalement. Et puis, j'acceptais pas aussi les gens qui me disaient de l'extérieur, elle est bizarre votre amitié, pourquoi tu parles qu'à elle et tout. J'acceptais pas, je disais, ils sont jaloux de nous. Oui, parce que toi, tu avais un amour débordant pour elle pareil, et au final... Il n'y avait pas besoin de plus. Oui, c'est ça, mais pour les gens, et je le comprends très bien, pour les gens de l'extérieur du lycée, c'était super bizarre. Tu vois deux nénettes ensemble, inséparables, et puis... ouais, c'est ça. Bref. Pas possibilité de rentrer dans votre groupe d'amis. Impossible. Ah ouais, non, on mangeait tout le temps ensemble. Le midi, on avait un peu des copines comme ça, mais c'était pas des amis. Et d'ailleurs, je sais pas comment expliquer, mais pour nous, notre amitié, elle était normale. Okay. Et du coup, les autres amitiés... On disait, ils sont juste amis, ils sont pas meilleurs amis comme nous, en fait. Je sais pas, il y avait ce rapport-là à l'amitié, c'était assez toxique. Et en fait, ça a dégénéré parce que elle a vécu des choses compliquées. Et en fait, ce qu'elle vivait, elle me le faisait... payer. En fait, ce qu'elle a vécu, et je pense qu'elle s'en rendait pas compte, elle me le refaisait. Et donc, les choses qu'elle reprochait que... des gens lui faisaient, elle me le refaisait. Et c'était très dur parce que j'essayais de lui dire et pour elle, elle l'entendait pas. Et pour moi, c'était devenu ma normalité. Et en fait, tout ce qu'elle me faisait, j'acceptais. Parce que je lui faisais tellement confiance et parce que je l'aimais et que pour moi, c'était normal et que voilà, j'acceptais. Au fur et à mesure, j'ai reçu des remarques. Alors, ça n'a jamais été physique, mais c'était des remarques sur ma façon de m'habiller, sur ma façon je sais pas, de faire ou de dire, même dans mon comportement, j'avais pas le droit de me plaindre, j'avais pas le droit de dire aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui j'ai vécu ça. Oui, mais moi j'ai vécu ça avant, donc je sais pas comment expliquer, il y avait toujours... En fait, tu n'avais
plus de légitimité à être toi, en fait. C'est ça. Plus le droit de penser, plus le droit de souffrir, plus le droit de... La souffrance, elle était... elle pouvait pas l'entendre. Et du coup, moi, je me disais, ok, je comprends, peut-être j'ai pas besoin d'en parler, donc je lui en parlais pas. Et donc, je gardais, et ça a continué. Et en fait, le fait que moi, à côté, j'ai pas d'autres personnes, à part Kim, du coup, qui d'ailleurs me disait, Eva, c'est pas normal ce qui se passe. Vraiment, moi, de mon point de vue, c'est super bizarre. Je te vois et t'es pas pareil avec elle que quand t'es avec moi, en fait. Là, j'ai l'impression que t'es toi. Et quand t'es avec elle, non. T'étais sous son emprise? Ouais. Honnêtement, maintenant, oui. Je pense que oui. Et j'étais très dépendante affective d'elle. Et quand elle me disait... elle me dit souvent, change Eva. Change parce que là, ton comportement, ça me va pas. Et je changeais pour elle. J'essayais, mais c'était contre ma nature. Et du coup, même moi, des fois, je faisais des erreurs. Et c'était toujours des embrouilles, toujours des... je ne saurais même pas expliquer. C'était toujours des cris, des insultes. Et au début, c'était petit, donc ça allait. Et puis, au fur et à mesure, ça a grandi. Et ça a duré le lycée. Et puis, on va dire que ça allait encore. Et en fait, je suis partie en études supérieures. Donc, elle est restée au Havre. Et moi, je suis allée à Rouen pour mes études. Et donc, quand je suis arrivée là-bas... je me dis, ok, ça va être un peu une relation à distance, mais bon, je rentrais souvent le week-end, donc on se verra. Et en fait, j'avais un appart, et puis je me suis fait très vite des potes là-bas. Très, très vite. Et moi-même, j'étais étonnée parce que je me disais, mais ok, en fait, je peux me faire des amis. Finalement, je suis capable, en fait. Je suis pas si détestable que ça. Et en fait, je me suis fait des amis, dont une amie très très proche. Et en fait, avec cette amie, il y avait à moitié le Covid encore. Donc, il y avait des cours en distanciel. Donc, on passait nos cours ensemble chez elle ou chez moi. Et en fait, pas beaucoup chez elle parce qu'en gros, cette meilleure amie du Havre avait ma localisation. Donc, elle fliquait tout ce que je faisais. Et si j'allais chez cette amie-là, en fait, je devais me justifier de pourquoi j'allais chez cette amie, qu'est-ce que je faisais. Et en fait, c'était toujours des comptes à rendre. Et du coup, à la fin, j'ai dû mentir. Je devais mentir tout le temps en disant je suis pas avec cette personne ou en fait dénigrer la personne avec qui j'étais pour pas que cette amie croie que j'allais la remplacer. Enfin, c'était devenu hyper malsain et du coup, moi-même, je m'enfermais dans mes mensonges parce que c'était pas ce que je voulais faire, mais en même temps, je me sentais obligée de le faire parce que si je le faisais pas, j'avais le droit à des reproches et vraiment. Elle avait une telle emprise que je le prenais vraiment à cœur. Et je me disais, mais si elle me parle plus, j'ai vraiment plus personne. Alors que c'est faux. Enfin, maintenant, je le sais et je me dis, mais l'emprise, en fait, est tellement forte. Et je pense, la dépendance affective, le fait d'avoir peur d'être abandonnée de nouveau, je voulais pas lâcher. Et donc, je mentais. Et du coup, j'ai ramené cette amie... elle s'appelle Elena, je vais l'appeler Elena. Enfin, cette amie Elena, elle vivait chez moi quasiment, parce que du coup, on était tout le temps ensemble. Et en fait, elle devait mentir aussi, parce que si ma meilleure amie apprenait qu'elle vivait chez moi, c'était la fin, je savais même pas de quoi elle était capable. Et moi, j'avais tellement peur d'elle que je voulais pas qu'elle sache. Et elle te dénigrait, elle te rabaissait. Ouais, mais elle le faisait que par message et en face, mais quand il y avait personne autour. Devant les gens, elle n'était pas comme ça du tout. C'est caractéristique. Hein. Mais oui, mais c'était compliqué pour les gens aussi. Moi, je m'en plaignais pas. Mais quand je les gens ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Et à la fin, c'est pour plus tard, quand ça s'est arrêté, les gens, et ma famille, premièrement, ils ont pas compris. Pour eux, elle était parfaite. Enfin, c'était mon amie, tout. Et donc c'était compliqué de mentir tout le temps parce que c'est pas ce que je voulais faire, mais j'étais obligée. Et en fait, donc ça allait encore. Et puis, je suis partie 1 an en échange en Irlande, dans mon cursus universitaire. Elena, elle est partie en Corée du Sud. Donc, on n'avait quasiment plus de contact parce que le fuseau horaire et tout. Donc, en fait, je me suis vraiment retrouvée à Dublin seule. Donc, j'avais ma meilleure amie, du coup, au Havre. Et on se parlait et tout. Et puis, je me suis dit, OK, là, je suis vraiment seule. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir... je me suis fait une copine qui est devenue une amie aujourd'hui. Je me suis fait cette copine-là et je sortais avec elle, mais elle, je lui ai jamais trop expliqué ce qui se passait vraiment. Je disais juste, j'ai une meilleure amie qui est au Havre et voilà, c'est à peu près la seule que j'ai d'ailleurs. Et on sortait comme ça, mais c'était très 8h, 5h, enfin voilà. Puis on aimait bien rentrer chez nous, se reposer et tout.
Et elle a jamais vu ce que je traversais. Mais en fait, à cette période-là, c'était une des périodes les plus compliquées de ma vie parce que il y avait beaucoup de distanciel. Et du coup, j'étais souvent chez moi. Et comme j'étais chez moi, je parlais beaucoup à cette personne. Et en fait, elle s'était fait des nouveaux amis, ce qui est normal. Et j'étais contente pour elle. Mais du coup, j'avais peur qu'elle m'abandonne. Donc en fait, je sais pas comment expliquer, mais je fallait que tu gardes cette attache avec elle. Ouais, c'est ça. Quoi. Et du coup, je suis devenue hyper jalouse. Et du coup, ça a créé déjà qu'on s'embrouillait tout le temps, mais là, c'était encore pire. Et en fait, petit à petit, je pense que j'ai commencé à faire je parlerai pas de dépression, mais j'ai fait une grosse déprime, ça c'est sûr. Je m'en rappelle de moi où je dormais, enfin, je me couchais tôt. Et en fait, le matin, je me réveillais, j'étais tellement fatiguée que je me rendormais. Et j'ai perdu 12 kilos en 5 mois. Et mes parents, quand ils m'ont vu, mais ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus, tu te nourris plus. Ils me payaient pour que je mange. Parce que j'avais même plus à manger tellement j'avais une boule au ventre constante. Parce que chaque chose que je faisais, en fait, je me sentais prisonnière. Tu sais, quand on parle de prison dorée, c'était vraiment ça. J'étais libre en soi, je pouvais aller où je voulais. Mais quoi que je fasse, je me sentais fliquée. Et je devais rendre des comptes et j'en rendais, mais sans qu'elle me demande parfois, pour éviter des embrouilles. Enfin, en fait, je ne pourrais même pas expliquer le cercle que c'est. Mais et je l'ai alimenté et je m'en voulais aussi de supporter tout ça. Parce que moi-même, je pouvais partir et je suis restée. Mais Eva, alors déjà, je pense qu'on peut être clair de mettre le mot dépression. Quand tu as... Non mais si. Quand tu as autant de symptômes, que tu ne te nourris plus, que tu te réveilles, que tu es épuisée, je suppose que tu devais pleurer beaucoup aussi. Ouais. C'est ce qui s'appelle de la dépression. Et il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pas grave d'utiliser ce mot-là. Mais tu as été victime d'une dépression parce que tu as été manipulée. Parce que tu as été sous emprise et c'est quelque chose de très très dur. En fait, sur le moment, je me rendais pas compte et j'étais même contente et c'était vraiment très malsain parce que j'étais vraiment contente d'avoir perdu ce poids-là et je lui montrais. En fait, je pense que je cherchais à lui montrer que ça allait pas et tu sais, je lui montrais, oh regarde, j'ai pu rentrer dans ce taille-là et tout. Alors que j'avais perdu 2 tailles et demie. Ça devenait très malsain. Oui, mais et comme elle me disait, ça se voit pas. Dans ma tête, ça se voyait pas. Et donc, tu continues. Mais c'était en fait, j'en faisais pas exprès. Et je mangeais vraiment plus parce que j'avais vraiment plus faim. Et en même temps, je me disais, mais ça se voit pas. Donc, faut que faut que quelque part, ça se voit plus parce que sinon, on va pas remarquer. Et c'était très compliqué. C'était une période dure. Et d'extérieur, je montrais rien. Enfin, mes parents, moi, j'aurais toujours dépeint une très belle amitié. Je voulais surtout pas que les gens voient qu'il y a une faille parce que sinon, je me disais, mais ils vont me dire d'arrêter. Et tu voulais pas que les gens la détestent, en fait. Oui, exactement. Et même aujourd'hui, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y aura toujours une part de moi qui l'aimera toujours. C'est comme ça. Ça a compté pour moi. Et du coup, s'en vient la fin de cette année-là. Donc, voilà, j'ai quand même cette amie de Dublin et mon amie Elena. Et puis, je reviens à Rouen pour la suite du cursus. Et en fait, j'ai la bonne idée de dire à ma meilleure amie, viens, toi aussi, tu vas être sur Rouen, viens, on fait une coloc. Et là, elle me dit, écoute, Eva, faut que je te dise, on va faire la coloc, mais sache, et c'est moi qui ai forcé pour faire la coloc. Elle m'a dit, mais sache que soit ça va très bien se passer, soit ça va être la fin. Et en fait, j'étais au point où je me suis dit, là, je commence à réaliser que vraiment, là, j'étais à bout. Et je me suis dit, ok, moi, je veux aller au bout de ça. Si ça doit se finir, ça se finira. Et si ça doit s'arranger, j'espère encore que ça s'arrange. Et à chaque fois qu'on s'embrouillait, je voulais le dire aussi, c'est que je croyais toujours en Dieu, mais je priais pour que ça s'arrange. Et à chaque fois, on se reparlait. Je disais, merci Seigneur. Enfin voilà, c'était les seules interactions que j'avais avec Dieu, tu vois. Oui, parce que du coup, à cette époque-là, tu n'avais plus du tout à l'église, on est d'accord? Alors, oui, à partir de 18 ans, dès que j'ai quitté le domicile, fini l'église. Ouais, c'est ça, quand tu as eu le droit d'avoir tes propres règles. Plus d'église du tout. Et non, je voulais plus entendre parler de Dieu. C'était impossible. Donc, quand on m'envoyait des versets par message, je lisais pas. Ouais. Je pouvais pas. Et donc, la seule façon où je priais, en plus de manière hypocrite, je disais, Seigneur, merci, s'il te plaît, fais qu'on se réconcilie. Évidemment qu'on se réconciliait parce que c'était tellement toxique que c'était sûr. Et du coup, je disais, merci Seigneur, voilà. Ouais. Mais c'est tout, voilà. Et donc, en fait, on a commencé la coloc et je pense que pendant 2 semaines, ça s'est bien passé.
Et puis après, il y a eu je pense, le fait de reprendre les cours vraiment. Et là, ça a été compliqué parce que du coup, j'avais Elena qui savait déjà ce qui se passait. Et elle était revenue. Oui, elle était aussi. revenue. Ouais, on était dans la même classe de nouveau. Donc elle me voyait en cours. Et donc elle m'a vu revenir de Dublin. Donc elle m'a connue avant. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Enfin, pourquoi t'es comme ça en fait. J'avais totalement changé, même physiquement. Je m'étais coupé les cheveux et tout. Enfin, je voulais changer en fait. Et du coup, je lui ai expliqué. Elle m'a dit là, c'est pas normal et tout. Et en fait, en parallèle de ça, ce que je vivais en coloc, là, c'était. Je pense que mon voisin, il pourrait plus parler que moi, mais mon voisin, je l'ai jamais vu. Hein. Mais je pense que tout ce qu'il a entendu, c'était des cris, des coups de porte, et que des cris en fait. Et lui-même, il mettait la musique à fond parce que je pense qu'il voulait plus entendre ça. Mais en fait, c'était pour tout. Je sais même pas, ça partait de rien et tout le temps des embrouilles, tout le temps. Et moi, je déteste qu'on crie dessus. Enfin, de par, je pense, mes parents qui se criaient dessus. J'ai beaucoup de mal à accepter ça. Et elle me hurlait dessus, mais même mes parents ne m'ont jamais hurlé dessus comme ça. Et en fait, il y a des moments où j'avais vraiment peur pour moi. Parce qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'au physique, mais elle m'a déjà poussée et tout, mais elle m'a jamais, tu vois, cognée ni rien. Mais il y a des moments où j'ai vraiment eu peur pour moi. J'ai dû partir de l'appart. Parce que je me suis dit, mais en fait, là, je voyais vraiment dans ses yeux, c'était pas la même personne que 2 secondes avant. Et je voyais un truc, je me disais, mais là, j'ai vraiment peur pour moi. Et donc, je partais, et c'est cette amie, Elena, qui me prenait chez elle. Et elle voyait, elle me disait, mais va, tu ne peux pas continuer, là, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Mais je disais, mais je peux pas arrêter. Là, si j'arrête, je vais en personne. Et puis, je sais même pas quelle serait sa réaction. Enfin, on vit ensemble. Et à tout moment, elle pète un câble, elle me fracasse ou elle casse mes affaires, je sais pas. Et du coup, j'étais dans un truc où je savais pas quoi faire. Au fond, je savais qu'il fallait que je parte. Mais tu vivais dans la peur quotidienne. J'avais une boule au ventre, ouais. En fait, quand ça se passait bien, j'étais trop contente. Et je me disais, trop bien, ça se passe bien. Du coup, on oubliait un peu ce qui se passe. Et et ça durait pas très longtemps. J'allais dire niveau proportion du bien et de l'horreur. Ça durait pas longtemps. Mais ces moments-là, je les prenais en mode, c'était génial. En fait, finalement, peut-être qu'on va arriver à aller mieux ensemble. Et je m'accrochais toujours à ce que ça s'arrange. Et en fait, ça s'est jamais arrangé. Et du coup, c'était très compliqué parce que chaque chose que je faisais, c'était pas assez. Et du coup, je me suis usée à toujours vouloir montrer plus que je l'aimais. Et je donnais beaucoup de temps, d'énergie. Je devais refuser d'autres sorties avec d'autres amis parce que je devais la prioriser tout le temps. Oui, pour que tu puisses lui montrer que tu l'aimais et qu'elle puisse, elle, te rendre de l'amour parce que toi, tu n'avais que de la haine qu'elle te donnait. J'avais juste besoin qu'on soit là pour moi. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais eu. Et du coup, je cherchais et je donnais. Et j'avais vraiment pas de retour. Je savais même pas. Le retour que j'avais, c'était juste que ça se passe bien, en fait, sur le moment. Et ça, pour moi, c'était déjà une victoire, qu'on s'embrouille pas et tout. Et puis, il y a eu, je pense, l'embrouille de trop et le fait qu'en fait, on arrive en fin d'année. Donc là, c'était tout un semestre, ça a duré 3 semestres, 3 mois, 4 mois, de septembre à décembre. Et puis, fin décembre... un truc nul, une embrouille de plus. Bref, elle était prête à me laisser... c'était une embrouille nulle, mais elle était prête à me laisser seule le jour de l'an, mais vraiment seule pour aller fêter avec d'autres amis, alors qu'elle savait que j'étais seule. Et du coup, Elena m'a pris chez elle. Et en fait, là, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Là, vraiment, le fait que ça soit une nouvelle année, je veux plus vivre une année comme j'ai passé. Pour moi, cette année-là, c'était une des pires de ma vie. J'ai dit, je peux plus revivre ça. Et du coup, le fait d'être avec Elena et qu'elle me parle, elle me dit non Eva, vraiment je te confirme, c'est pas normal. J'avais besoin de cette personne extérieure qui en plus ne m'a jamais lâchée, hein. Malgré le refus de plusieurs fois à me proposer de sortir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, au bout d'un moment, quand tu leur proposes de sortir une fois, 2 fois, ils lâchent. Et alors, je peux comprendre parce qu'ils se disent la personne elle en a rien à faire, mais en fait des fois on ne sait pas ce que les autres y vivent. Et du coup elle m'a dit non Eva, faut que tu stoppes. Et même moi j'étais déterminée pour que ça s'arrête. Et du coup, je lui ai dit, mais tu sais, si j'arrête là, je sais pas ses réactions. Sincèrement, je sais pas comment ça pourrait se finir. J'ai peur pour moi, en fait.
Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis, bon, écoute, on va rendre l'appart, on va arrêter. Et elle partait en stage avant. Bon, c'est un peu compliqué dans les détails, mais elle partait en stage avant. Et du coup, j'ai dit, pars en stage. Moi, je prendrai la coloc, je prendrai Elena dans la coloc pour compléter le loyer. Et puis, comme ça, à la fin, moi, je le rends. Et au début, elle me dit, OK. Et en fait, je pense que quand elle a vu que j'étais vraiment sérieuse, elle a pas aimé. J'ai eu des pavés de... Alors, harcèlement. Ouais, vraiment, en mode, tu te rends compte de ce que tu vas faire, tu me mets dehors, alors que c'était pas comme ça, hein, vraiment, si je la mettais pas dehors, elle pouvait rester. Et voilà. Oui, et puis c'est toi la méchante, oui, c'est et puis ça. c'est toi qu'il faut et qu'on c'était accuse. Culpabilisé. Et elle me faisait passer pour la folle parce qu'elle me disait, regarde, j'ai montré tes conversations à plein de gens et tout le monde me dit que t'es pas normale. Et moi-même, je me disais, mais comment c'est possible de voir les conversations qu'on a et de se dire que c'est moi le problème? Et je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit, non, faut... Et j'en ai parlé à mes parents à ce moment-là. J'en ai parlé à ma mère, et ma mère m'a dit, non mais Eva, là, il faut que tu arrêtes. Là, elle a compris la gravité de la chose. Et je pense qu'elle a mis tout en pièces, et elle a compris que depuis des années, je lui mentais. Et elle s'est dit, ok, non, là, je peux pas laisser ma fille avec une personne comme ça. Et elle a dit, on va rendre l'appart, et puis voilà, puis c'est tout. Et puis, si Elena est d'accord, tu vas venir un peu chez elle. Et donc, j'ai vécu le temps que elle s'en aille, j'ai vécu un peu chez Elena, et puis après Elena est venue dans mon appart. Et ça a été fini, genre, du jour au lendemain, on a arrêté de s'envoyer des messages. Et en fait, sur le moment, je pensais que j'allais être triste. Et en fait, c'est fou, c'est que sur le moment, j'ai la boule au ventre que j'ai toujours eue, et je vivais avec, donc pour moi, c'était normal. Elle est partie instantanément. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à respirer, j'ai commencé à en fait savoir... pouvoir vivre seule en fait. Et j'étais quand même je m'appuyais beaucoup sur Elena, hein. Je pense qu'elle a fait beaucoup d'assistanat, si on peut dire ça comme ça, parce que à ce moment-là, c'est comme si j'apprenais à marcher, j'avais besoin à reprendre confiance en toi, même à savoir qui tu étais, toi en tant que telle, ton identité, et pas ton identité à travers les yeux de ton ex-meilleur ami. C'est exactement ça. Je savais pas ce que j'étais, puisque j'avais tellement changé pour le plaire que moi-même je me demandais, mais je suis qui? Et il y a cette période où à cette période-là, je m'en voulais énormément aussi d'avoir accepté tout ça. Et je m'en suis vraiment voulu, hein, pendant des mois, et ça, c'était un travail que Dieu a travaillé plus tard, mais voilà. Et du coup, ça, je m'en voulais, et du coup, je savais pas vraiment comment j'étais, comment je réagissais avec les autres, alors qu'au fond, ça se fait naturellement, mais pour moi, c'était de la redécouverte, en fait. Et du coup, j'ai commencé à sortir, à m'intégrer dans des assos, parce que j'étais en école de commerce, donc voilà. Donc là, j'étais en 3e année, donc il y a toute la première année, quel âge, 2e année, 20 ans, 20 ans, je pense. Donc commencer vraiment à m'intégrer à l'école, alors que ça faisait 2 ans que j'y étais, et que j'avais tout skippé pour rester avec cette personne. Et donc je restais avec Elena, donc je me suis fait des potes, et voilà. Et donc arrive la fin du semestre, on commence à voyager, et moi vraiment le voyage, ça a été ma libération, vraiment. J'aime tellement voyager, pour moi je respirais vraiment, parce que j'avais peur aussi de la recroiser, et donc dès que je partais de la France, pour moi je respirais vraiment. Parce que vraiment, en plus ce truc de dire elle est dans le coin, elle habite en Normandie. J'avais tellement peur de la croiser, parce que j'avais peur, en fait je sais pas, peut-être une peur irrationnelle, mais j'avais peur qu'elle me tape. Genre on était à ce point-là, alors que je sais pas si elle l'aurait fait, mais j'avais peur de sa réaction, et je me suis dit, si elle me voit avec Elena, ou si elle me voit, parce que j'ai oublié de dire un gros détail, mais du coup à un moment donné elle m'a quand même posé un ultimatum. La seule amie que j'avais, c'était Kim aussi, enfin tu sais que je t'ai dit. Et en fait elle m'a dit, mais c'est soit moi soit Kim. Et donc, Kim, du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de lui parler. Et pour Kim, ça a été très dur, parce que je lui ai jamais donné la raison. Parce qu'il n'y avait pas de raison. La raison, c'était, j'ai priorisé cette amitié parce que j'avais pas le choix. Et donc, j'ai reparlé à Kim, du coup. Après, je me disais, mais si elle me croise avec Kim, mais je sais même pas comment elle réagirait. Est-ce que... Enfin, voilà, j'avais une peur irrationnelle de ça. Et du coup, pour moi, partir de la France, partir de la Normandie, ça me faisait du bien. T'étais libre. Ouais, en vrai, vraiment. Et donc après, je suis partie à Montréal pendant 6 mois.
Et là, bah, vraiment, là, ça a été un bol d'air frais. Je suis arrivée et vraiment, là, j'ai vraiment prié. Avant de partir, je demandais à tout le monde de prier. Parce que moi, je me disais, ma prière, elle vaut rien. Parce que j'ai tellement... Enfin, j'ai rejeté Dieu et j'en voulais encore à Dieu. Donc, je demandais aux gens de prier pour moi. Je disais, papa, tu peux prier pour moi, s'il te plaît, pour que ça se passe bien et tout. Et intérieurement, j'espère que ça se repasse pas comme à Dublin. J'avais peur du fait d'être seule et de nouveau revivre ce que j'ai vécu. Et du coup, je suis arrivée, en fait, ça a été l'opposé. Mais vraiment, dès le premier jour, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pas eu le temps d'être seule. Vraiment, jamais. Et en fait, le premier jour, j'arrive et puis en fait, il y a une famille chrétienne qui m'a hébergée le soir même parce que j'avais pas mon appart encore, je l'avais le lendemain. Et du coup, cette famille, ils ont été géniaux pour moi. Et en fait, en gros, ce jour-là, donc ils m'ont fait visiter. Je venais d'arriver, ils m'ont fait visiter Montréal un petit peu et puis j'ai dormi chez eux. Et ils m'ont accueillie vraiment, je me suis sentie bien directement chez eux. Donc eux, c'est un couple qui avait 3 enfants. 3 enfants et elle était enceinte. Donc, des petits ou des grands? Des petits, ouais. Je crois que la plus grande, elle avait 8 ans. Ouais, donc vraiment des petits. Et franchement, ils m'appelaient Tata et tout, alors que voilà, ça faisait même pas 2 heures que j'étais avec eux. Je me suis sentie direct accueillie, ça m'a fait trop super. Je me suis dit, ça commence bien Montréal. Et ouais, ils m'ont accueillie, donc c'était un samedi, donc le dimanche matin, ils allaient à l'église et j'osais pas leur dire que je voulais pas aller à l'église, donc je suis allée à l'église avec eux. Et on allait à la chapelle, je sais pas si tu connais. La chapelle. C'était sympa, mais donc j'ai fait genre, je me suis levée pour chanter et tout, alors qu'au fond, vraiment, je voulais pas chanter, mais je me suis dit, je veux pas que les gens y voient. Je me disais, peut-être ils vont lire mes pensées et tout, donc je fais genre. Et donc, je rentre, et puis donc, l'après-midi, on passe un moment et je leur dis au revoir, parce que du coup, j'allais dans mon nouvel appart. Et... faut savoir que du coup, je prenais un stage, j'étais là-bas pour un stage, donc j'étais avec 3 autres stagiaires et puis j'avais 2 responsables de tuteurs. Et donc le lundi, je commence mon stage et tout. Donc tu étais partie pour l'école? Pour terminer, ce stage, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Et en fait, du coup, je suis arrivée et j'étais super bien accueillie par les stagiaires, vraiment directement, ça a bien matché. C'était 3 filles, ça matchait surtout avec 2 d'entre elles. Et du coup, on était le petit trio parce que la 4e, ça se passait moins bien, mais voilà. Et on était le trio et alors on a passé tout notre été ensemble. Vraiment, pendant 2 mois, on sortait. Vraiment là, j'ai vraiment redécouvert. Je me suis redécouverte moi et puis je pense que j'avais besoin de découvrir qui j'étais, donc j'ai commencé à sortir tout le temps. T'as rattrapé la jeunesse que t'avais pas eu avant et quand on t'interdisait de vivre. C'est ça, et puis j'en avais besoin, je pense, à ce moment-là. Donc je sortais et puis j'ai commencé un peu à fumer. Alors je fumais la CE. Alors dans ma tête, c'était pas grave parce que c'était la cigarette électronique. Ah d'accord. Oh punaise. Mince, il y a des termes maintenant. Oh, je suis vieille. Waouh. La CE. Ok, d'accord. Et du coup, ça, c'était... Enfin, j'étais pas addict non plus, mais bon, en vrai, quand même... ça va vite. Hein. Puis surtout qu'il y avait des goûts et tout, donc... Et puis, je buvais déjà un peu avant, mais voilà, là, j'ai commencé un peu à boire. Et puis, c'était devenu assez fréquent, donc c'était normal. Enfin, je veux dire, j'ai pas fait d'abus, enfin, j'ai pas fait des comas, tout ça. J'étais un peu pompette des fois, mais voilà, c'était encore raisonnable. Mais voilà, globalement cet été-là, c'était un très bel été. Enfin, j'en ai des très bons souvenirs. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup fumé, j'ai beaucoup bu aussi, j'ai été en boîte très régulièrement, mais j'avais comme l'impression qu'il y avait des limites que je pouvais pas dépasser. Alors, je sais pas si toi, t'avais ça. Pour l'alcool, oui. Déjà, même pour ma sécurité personnelle, je savais qu'il y avait des limites que je franchirais pas. Et puis la cigarette, je me suis fixé des limites juste en soirée. Et donc je restais à ça. Et je pense que Dieu m'a protégée. Je vais aller y venir après, mais en fait j'ai rencontré un garçon là-bas. Et très vite, ça s'est super bien passé. On est devenus très vite amis et tout. Et en fait, mes copines sont reparties en France parce que leur stage s'est terminé. Et moi, je restais encore 3 mois. Et lui restait là. Et donc, il y a eu un mois où vraiment,
j'étais seule. Et donc, moi, ma peur d'être seule, je lui disais tout le temps, s'il te plaît, m'abandonne pas parce que j'ai vraiment besoin, j'ai pas envie d'être seule. Et je savais pas à qui me raccrocher d'autre. Et donc, je me suis dit, lui, on s'entendait très bien et il était sain. Vraiment, il était sain d'esprit quand même. Et en fait, il m'a pris sous son aile, vraiment. Je me rappelle, sa meilleure amie est venue le voir. Et du coup, on a passé 2 semaines et demie ensemble, tout le temps non-stop, parce que je pense qu'il a vu que j'avais peur d'être seule. Et du coup, on est restés très souvent ensemble. Alors, il faut que je fasse des petits parallèles quand même. Vas-y. Mais tu me diras si c'est pas clair. Mais du coup, à cette période-là aussi, quand mes potes sont repartis en France, moi, j'ai changé d'appartement parce que, en fait, mon appartement était insalubre. Et du coup, je me suis fait suivre. Et en fait, c'était... Attends, quoi ? À Montréal, je me suis fait suivre. Et pourtant, à Montréal, c'est très safe. Mais il y avait un mec, je sais pas, je l'ai croisé près de mon quartier et en fait il m'a parlé tout le long et il m'a demandé, il forçait tout le temps pour avoir mon numéro, mon mail ou qu'importe, et la première fois je lui ai dit non, sauf que du coup le problème c'est que comme il me suivait, il m'a raccompagné devant chez moi et donc je savais qu'il savait où j'habitais et donc j'avais peur de le revoir, même si là sur le coup il n'avait pas été insistant. Et la deuxième fois je rentrais, il était un peu plus tard donc il faisait nuit. Et pareil, je le revois au même endroit et il me resuit. Et là, je comprends très vite que si je lui lâche pas un truc, il va pas me laisser tranquille. Donc je lui laisse mon mail. J'avais que ça. Et je pars chez moi et le lendemain, je reçois un mail, un gros mail pour me dire oui. J'ai vu comment tu me regardais. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous. Et il m'envoie un pavé. En plus, j'avais pas dit mon vrai prénom parce que j'avais peur. Je sais pas. Sûr. Et du coup, je me dis super bizarre. Et donc, j'en parle à mon oncle parce que mon oncle mon oncle était au Canada. Tu as oublié ce petit truc aussi. Détail, oui. Ce petit détail. Ouais, il était au Canada. T'avais quand même de la famille. Mais ils étaient à Longueuil, donc c'était pas à côté de Montréal. Et puis moi, je voulais vraiment vivre ma vie à Montréal et pas être toujours avec eux. Au crochet de la famille. Mais des fois, je les voyais quand même. J'allais un peu chez eux, mais voilà. Et du coup, je lui en parle. Je dis, franchement, il me fait peur. Il était vraiment insistant et tout. Et du coup, il me dit, écoute, là, on va lui répondre à son mail. Tu lui envoies un mail pour dire que non, t'es pas intéressée, qu'il n'y a rien du tout qui te laisse tranquille, sinon toi, tu vas voir les autorités. Et du coup, j'envoie ça et lui, sa réaction, c'est de me renvoyer un mail en mode mais je comprends pas, tu me regardais, tu me parlais. Je dis non, mais je te répondais parce que j'avais un peu peur quand même. Donc, je lui ai répondu ça et il a été agressif. Donc, moi, j'ai eu peur et en plus de ça, mon logement me plaisait pas. Je payais beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Et, enfin, bref, c'était un peu creepy quand même où je vivais. Et du coup, moi, j'ai décidé de quitter du jour au lendemain, mais je savais pas où aller. Et donc, je demande à Tatiana. Donc, Tatiana, c'était la famille. La première famille qui t'a accueillie. Ouais, c'est ça. Je lui demande, par hasard, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait une chambre à louer? Et je demandais à plein de gens, et j'ai même demandé à ma tante, tout ça. Et sans vraiment espérer. Et en fait, elle me rappelle et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui explique que là, je suis seule et que je commence à avoir peur de rentrer chez moi parce que je veux pas croiser ce mec-là. Ouais, bien sûr. Et elle me dit, mais tu viens chez moi, on va te faire une chambre, on va t'aménager une chambre et tout. Et j'ai trouvé ça fou parce que, en gros, ils vivaient dans un appartement et ils avaient 3 chambres. Et donc, eux, ils avaient leur chambre, ils avaient le petit avec eux. Et les 2 autres, un peu plus grands, ils vivaient, ils avaient une petite chambre à eux. Et elle m'a fait une chambre rien que pour moi, genre une chambre pour moi. Et j'étais trop touchée parce qu'on se connaît pas. Et on se connaissait pas tant que ça. Et direct, elle m'a pris sous son aile et elle m'a dit, non, tu viens, sors de question. Et elle m'a dit, même au-delà de ça, elle voulait même pas que je la paye. Elle voulait, vraiment, ils m'ont invitée chez eux et gratuitement tout ça. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est fou. J'avais pas de plan B. Je me sentais bien avec eux. Je vais y aller. Et puis, on a trouvé un arrangement quand même parce que je me sentais mal d'aller chez eux quand même gratuitement. Et ils m'ont accueillie pendant 1 mois. Et ils voulaient même que je reste plus longtemps, mais moi, je voulais pas abuser de leur gentillesse. Et en fait, pendant ce mois-là, ça a été donc la période où j'étais avec ce gars. On était proches, mais on n'était pas ensemble. Hein. Mais on était très proches. Et donc, je sortais souvent, tout le temps, en fait. Et là, c'était vraiment
pas très simple parce que je sortais, mais j'étais pas heureuse de le faire. Mais je voulais rencontrer des gens en fait parce que je voulais avoir des nouvelles connexions. Tu voulais pas être seule. Ouais, c'est ça. Je voulais pas être seule, même si lui, je m'entendais très bien. Et puis voilà. Et en fait, je rentrais hyper tard chez Tatiana. Mais en fait, Tatiana m'a jamais jugée. Elle m'a même encouragée. Elle m'a dit, si t'as besoin de sortir, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Nous, on est là. Si t'as besoin de parler, on sera là. Et ce que je te disais, vraiment, j'ai eu des conversations avec elle que j'ai jamais eues avec personne. Et à ce moment-là, je cherchais pas Dieu, je voulais pas Dieu. Et vraiment, elle me parlait pas de Dieu, mais je voyais l'amour. Mais il y a un amour que je me dis, mais c'est pas possible d'aimer quelqu'un comme ça, alors qu'on se connaît pas. Et je me suis sentie, vraiment, je me sentais comme dans une famille. J'avais vraiment l'impression que c'était une famille, c'était ma famille. Et ils m'ont appelée leur 5e enfant. Et du coup, je me sentais hyper touchée. Et je me disais, mais waouh, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont spéciaux et tout. Et en fait, elle me parlait de Dieu, mais elle me parlait surtout de Dieu dans sa vie. Elle me parlait pas de Dieu pour me dire, Eva, il faut que tu fasses ça. Et elle t'a raconté son témoignage, en fait. Ouais, mais elle le vivait aussi. Enfin, elle était un témoignage. Et ça m'a tellement inspirée. Et je me suis dit, ok. Et ça m'a un peu travaillé. Je parlais un peu de Dieu avec elle, mais je lui expliquais surtout que pour moi, c'était compliqué. Et elle le comprenait, elle m'a dit, je l'entends tout à fait. Et du coup, elle me laissait totalement faire ce que je voulais. Et c'est pour ça que je sortais beaucoup. Et je me rappelle, elle m'a vu rentrer dès 3h du matin. Une fois, j'avais oublié mes clés et tout, c'est elle qui est venue. Enfin, bref, vraiment, aujourd'hui, je me dis, c'était presque irresponsable des fois ce que je faisais. Et pourtant, elle m'a jamais jugée. J'ai fait des trucs, elle m'a vue dans des états, elle m'a jamais jugée. Et c'était tellement beau. Elle le sait, hein, mais elle a fait partie vraiment de ma vie. Et je dis elle surtout, mais il y avait aussi son mari. Bien sûr, mais t'es plus proche. Très proche, ouais, très très proche. Et donc ça, c'était la partie d'un mois. Et donc au passage, donc avec ce garçon, pour finir, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, je crois que je l'aime bien, donc c'est pas du tout un truc que je fais d'habitude, mais donc j'ai été lui dire. Je me suis dit, vas-y, je vais lui dire. Et au fond, je suis jeune, j'ai 21 ans. Ouais, c'est ça. Puis au fond, je savais très bien que c'était réciproque, sinon je pense que je l'aurais pas fait. Et il m'a dit que voilà, on se plaisait tous les deux. Et je lui ai dit, mais moi, l'engagement, du coup, ça me fait extrêmement peur, de par mon histoire, sans lui raconter, mais je lui dis juste que moi, l'engagement, ça me faisait peur. Et du coup, il me dit, pas de souci, j'entends. Et du coup, je lui dis, viens, pendant une semaine, on essaye de voir, on flirte sans flirter, on se date, voilà, mais juste on essaye de voir si ça change quelque chose à notre amitié qui était très forte. Et en fait, pendant cette semaine-là, genre du jour au lendemain, je venais de lui dire que je l'aimais bien, et le lendemain, un dégoût, mais je l'explique pas, un dégoût pour lui. Je pouvais pas le voir. Moi, je l'ai déjà vécu. Tu vois, c'est un truc de ouf. Mais oui, mais je me dis, mais c'est fou. Je me posais des questions. Je me dis, mais comment. La veille, je le trouvais trop beau. Ça matchait de fou. Et là, aujourd'hui, on se voit. Je peux plus te voir. Genre, j'étais gênée d'être avec lui. Je voulais pas le voir et tout. Et lui, le pauvre, il comprenait pas. Je lui ai pas dit, tu me dégoûtes. Mais au bout d'une semaine, il a bien capté. Tu vois, mais c'est trop bizarre. Parce que comment t'expliques ça? Alors moi, la fois où ça m'est arrivé, c'est parce que j'ai prié et j'avais dit, Seigneur, si c'est pas lui, fais en sorte que ça s'arrête. Ah ouais. Et le lendemain, quand ça m'est arrivé, j'ai fait, oh, ok, ça marche, ça s'arrête. Ouais, voilà. C'était la réponse. Mais ça, je pense que c'est Dieu qui me... là, maintenant, je le sais, c'est Dieu qui m'a protégée. Mais sur le moment, je comprenais absolument pas pourquoi. Et du coup, j'ai dû lui dire, je lui ai dit, au bout d'une semaine, je dis, je suis désolée, mais ça va pas le faire et tout. C'est pas possible. Et du coup, mais en fait, comme on avait rien fait de fou, on est restés potes et du coup, voilà, on a quand même gardé cette amitié et j'étais heureuse parce que je me suis dit, c'était ce qu'on avait, c'était quand même une belle amitié. Et du coup, donc voilà, là, ça m'a empêchée d'aller trop loin. Ouais. Et vraiment, je pense que c'est les prières de mes proches parce que moi, je priais pas pour moi. Et je pense que Kim aussi a prié chez elle parce que je lui racontais tout. Et elle est croyante, elle était croyante, elle a toujours été. Et du coup, je pense qu'elle me dit, fais attention et tout, quand même. Je dis, moi, je m'en fous, je suis plus croyante, moi, je fais ce que je veux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça a été une réponse à leur prière pour le coup. Et voilà, et donc ça c'était cette partie-là. Et puis en octobre, du coup, donc là on est fin septembre, donc j'ai passé le mois entier chez Tatiana et Sylvain. Et là je venais de trouver un appart
Et j'étais un peu stressée quand même parce que c'était un bel appart. J'avais envoyé plein de messages pour trouver un appartement à Montréal, c'est très dur. Hein. Et j'avais trouvé un appart qui était vraiment magnifique, qui était proche de mon lieu de stage et tout. Et il y avait une chambre et une chambre, donc 2 chambres. Mais elle donnait sur le salon. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que ça se passe bien parce que là, vraiment, on est face à face. Il n'y a pas d'endroit. C'est quoi, vraiment... c'était une coloc, c'est ouais, ça? C'était une ok, coloc, d'accord. mais c'était plus moi j'aurais dit un appart avec juste 2 chambres, tu vois. Ok. C'était une coloc, mais je veux dire, il n'y avait pas d'endroit. Chacun avait, Personne n'avait de son intimité ou quoi? Tout était au milieu. La cuisine était ouverte, le salon était ouvert. Il y avait un deuxième salon, tout était ouvert. Donc, en fait, on se croiserait tout le temps. Okay. Et donc, je me suis dit, j'espère que la personne... Je savais que c'était une femme, mais j'espère que la personne, elle est propre. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, qu'elle va pas ramener des gens aussi à l'appart que je connais pas et tout. Des soirées, des trucs chelous. Voilà, j'avais un peu peur quand même. Je me suis dit, bon... Et du coup, j'en avais parlé à mes parents et donc j'avais demandé qu'ils prient pour moi. J'avais dit, priez pour moi pour que ça se passe bien. Et en fait, je rencontre cette personne avant d'emménager dans l'appart parce qu'on l'avait une semaine après. Et en fait, dès la première fois qu'on se voit, elle sortait d'une étude biblique et elle me dit, Eva, du coup là, je sors d'une étude biblique, moi je suis croyante. Et je crois que c'est vraiment les premières phrases qu'elle m'a dit. Ok. Et je me suis dit, ok. Et elle me dit, est-ce que toi tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, non, moi mes parents croient en Dieu. Mes parents croient en Dieu. Et j'ai pas parlé pour moi. Et donc on continue et puis on raconte, on se parle et tout. Puis je vois vraiment le feeling qui passe. Et avant ça, j'ai oublié de dire, mais j'étais pas stressée. Et c'est un truc de fou parce que je rencontrais quand même la coloc avec qui j'avais passé 3 mois ensemble. Et tu étais en paix. Bah ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Et elle m'a dit, Eva, moi c'est pareil, j'étais en paix et je l'explique pas non plus parce que je suis de nature stressée aussi. Okay. Et je dis, c'est fou. Et en fait, elle vivait pareil. Elle a vécu un truc une galère d'appart avec un mec très bizarre aussi. En fait, on se rejoignait sur plein de points. Il y avait plein de choses qui matchaient. Et en fait, on a passé la soirée ensemble et puis... le soir, du coup, je lui ai dit, tu peux pas rester dans ton logement qui était insalubre avec un mec vraiment très bizarre. Je lui ai dit, il faut que tu partes, faut que tu trouves une solution. Et du coup, on a fini, pour l'anecdote, on a fini dans une voiture de police, toutes les deux, à aller déménager ses affaires pour qu'elle aille chez quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, le mec était vraiment très bizarre. Et je lui ai dit, mais je veux même pas j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose avant que t'emménages avec moi, tu vois. Et du coup, elle a été vivre chez une amie, donc je l'ai aidée à me déménager le soir même. Et du coup, de fait, ça nous a vraiment rapprochés. Et du coup, on a continué à se voir. Et puis, on a emménagé ensemble. Et alors là, c'était la coloc que je rêvais avec ma meilleure amie. C'était parfait. En fait, on se disait même pas... on se disait pas, lave ça ou fais ça, fais ci. Mais vous étiez en osmose, mais quoi. ouais, c'était un truc de fou. Puis, on avait les mêmes habitudes de vie. Moi, j'étais en stage, mais elle était en cours. Mais... on avait les mêmes horaires et tout. C'était vraiment un truc de fou. C'est parfait, voilà. Et donc là, on arrive début octobre. Et donc, j'étais au taf. Et puis, je m'ennuyais un peu au taf. Des fois, j'étais seule et tout. Et je sais pas, à un moment, je l'explique pas non plus. Hein. Et je me dis, j'ai envie d'aller à l'église. Et ça, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui est restée toute l'après-midi. Et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé de toute ma vie. C'est pas normal, ok. Vraiment... Moi, Dieu, c'est fini. C'est ça. J'ai fait autre chose. C'est exactement ça. Et puis, voilà, à ce moment-là, j'y pensais pas du tout. Et je me dis, c'est trop bizarre, mais je veux pas y aller seule. Et puis, comme ce sentiment-là est resté en moi, je me dis, mais il faut que j'en parle à Vic. J'ai envie d'aller avec Vic. Elle s'appelle Victoria, du coup, ma coloc. Parce que je veux pas y aller seule. Si je retourne à l'église, c'est un gros truc. Je veux pas y aller seule. Et elle, du coup, je rentre à l'appart et je lui dis rien. Et en fait, elle vient me voir et elle me dit, bon, Eva, je sais pas, trop bizarre, est-ce que ça te dit qu'on aille à l'église ensemble dimanche? Là, je lui dis, mais c'est un truc de fou parce que là, elle me dit, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je te demande. Je sais que tu crois pas et tout. Elle m'a dit, je sais que t'es pas à l'aise avec l'église et tout, mais il fallait que je te demande. Je dis, mais c'est marrant que tu m'en parles vraiment aujourd'hui parce que moi, c'est vraiment la pensée que j'ai eue. Et je sens qu'il faut qu'on aille à l'église. Donc, du fait qu'on se l'ait dit toutes les deux, on s'est dit, ok, il y a vraiment un truc. Il y a un truc. Faut qu'on creuse. C'est clair. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une église. Où est-ce que je vais aller? Donc, je tape sur Internet, église. Et je tombe sur la chapelle. Et en fait, le branding de la chapelle, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas.
Et donc je me dis, parfait, moi je vais pas à l'église. J'y suis allée une fois, ça me semblait pas trop bizarre. Donc Tatiana, elle y allait, donc je pense que c'est pas mal. Donc je lui en parle. Et il faut savoir que Vic n'est pas protestante de base, elle est orthodoxe. Et du coup, le protestantisme, elle connaissait pas vraiment. Et d'ailleurs, elle avait une expérience avec et ça s'était pas très bien passé. Enfin, pour moi, c'était pas trop du protestantisme, c'était vraiment très bizarre juste. Ouais. Et du coup, elle était un peu traumatisée de ça. Et du coup, je lui en parle, je dis voilà, par contre, je pense que c'est quand même plus protestant que orthodoxe, mais est-ce que ça te dérange? Elle me dit bah non, on y va ensemble et puis on voit. Voilà, on voit, on est vraiment comme ça, on se dit bon, on voit et puis moi de toute façon, je m'en fiche, tu vois, je vais pas à l'église, donc je dormirai bien la nuit si ça se passe mal, c'est pas grave. Donc on y va dimanche. Donc là, c'était, je crois qu'un jeudi, j'ai retrouvé les messages, c'était un jeudi, et donc toute la fin de semaine, j'avais trop hâte d'aller à l'église. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et donc, on arrive toutes les deux et tout. On était trop contentes et on est super bien accueillis. Vraiment trop bien. Le petit café, le petit truc et tout. On se dit, waouh, ok, super. Cool. Ouais, vraiment, on était contentes. Et on rentre dans la pièce. Et là, un monde. Je me dis, mais truc de fou. Enfin, en fait, ils ont plusieurs services d'église tellement c'est blindé. Et là, on était venus à 11h30. Et la première fois, moi, que j'étais allée avec Tatiana, c'était à 9h. Ok. Et donc là, je me dis, c'est fou parce qu'à 9h, la dernière fois, il y avait personne. Enfin, il y avait du monde, mais c'était pas la même ambiance. Ouais, c'était pas blindé comme ça. Je lui dis, là, c'est vraiment. On pouvait à peine s'asseoir. On était deux, donc on a trouvé des places, mais ça s'est vite rempli. Et je lui dis, c'est marrant parce que vraiment, moi, quand j'y suis allée, c'était normal. Et là, donc il y a David Potier qui introduit et tout. Et il commence à parler, et puis il dit, aujourd'hui, session baptême. Et là, je me dis, attends. C'est marrant parce que sur le site, j'ai pas vu que c'était marqué session baptême. Je me dis ok. Et puis là, je vois, il passe une vidéo d'un témoignage et le témoignage poignant d'une femme, vraiment Dieu a transformé sa vie. Et alors, toutes les deux, on est en larmes, vraiment on fout en larmes. Et là, en fait, c'est pas un baptême ni 4, c'est une trentaine de baptêmes, la même session là. Et en fait, ils se baptisent et juste, je me dis, mais waouh! Mais je pense qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui est à ce moment-là qui est venu et qui nous a touchés toutes les deux, en larmes. Toutes les deux, on n'a fait que pleurer. Et je ressentais un truc. Et à ce moment-là, j'ai su, alors que je n'allais pas à l'église et que je ne voulais plus y aller, j'ai su, tu vas te faire baptiser. Il faut que tu te fasses baptiser. Et ça pour moi, c'est déjà la plus grande victoire parce que c'est ce que je te disais, c'est pas moi qui suis allée à Dieu, c'est Dieu qui est venu à moi. Et vraiment Dieu m'a attirée à lui et il l'a fait tellement, comme je te disais, tellement doux et il l'avait tellement préparé parce que du coup je pense que c'est passé aussi par Tatiana, par le fait que je suis allée le premier soir chez eux, le lendemain à la chapelle. Et je me dis mais tout a été parfaitement conduit. Et du coup je me dis ok là ça c'était mon rendez-vous, faut que je me baptise en fait. Et je me dis, ok, je sais pas comment je vais faire, parce que là, ils viennent de se baptiser. Je pense que les sessions comme ça, et je crois qu'ils en font vraiment que 2 dans l'année. Et je repartais en décembre, ça me paraît compliqué, donc je réfléchis, mais je sais pas. Et je me rappelle que des années avant, j'avais dit une fois à cette meilleure amie, j'ai dit, moi, de toute façon, si un jour je me baptise, ça sera au Canada par mon oncle. Mais j'avais dit ça, mais je ne prévoyais pas d'aller au Canada, ni que mon oncle y était, mais voilà. Waouh. Et je ne croyais pas en Dieu à cette Parole période-là. prophétique. Mais oui, mais truc de fou, c'est que du coup, à ce moment-là, je m'en suis pas rappelée, c'est plus tard qu'on en a reparlé. Mais je me suis dit, ok, j'ai envie de me baptiser par mon oncle. En fait, j'avais encore ce truc avec l'église, et j'avais du mal avec l'église. Donc je me suis dit, il faut vraiment que ça soit familial, parce que j'ai besoin de ce confort. Et donc, je demande à mon oncle en rentrant, je dis, tonton, truc de fou là. Non, mais même lui, il a dû être choqué. Il était choqué, il m'a dit, ok, en fait, on priait pour toi et tout, mais c'est venu rapidement quand même. Là, on s'y attendait pas. C'est rapide. C'est ça, donc il m'a dit évidemment que je suis ok de te baptiser et tout. Donc, j'ai quand même suivi un cursus de préparation de baptême. Pour que tu comprennes vraiment quel était ton engagement. Parce que du coup, moi, je lisais pas la Bible, je repartais de zéro. Vraiment, j'ai tout oublié, à part les histoires de l'Ancien Testament. Vraiment, même la Genèse, la Genèse et le Nouveau, je le connaissais pas. Non, t'as les histoires de ton enfance, c'est Noé, ça, voilà. les grosses histoires. Ouais, mais vraiment, c'était flou. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que je fasse une préparation. Donc, je l'ai fait avec ma tante. Donc, on faisait des zooms et tout parce qu'on se voyait pas souvent. Et donc ça, je l'ai fait pendant 3 mois. Du coup, octobre, novembre, décembre, donc 3 mois.
Et je me suis baptisée en décembre, mais je vais refaire un parallèle du coup sur octobre. Ouais. Donc cette période-là, on continue à aller à l'église tous les dimanches avec Vic. Ok. Et, parce que ce jour-là, tu as tellement été touchée par le Saint-Esprit que tu t'es dit, maintenant, on y retourne. Alors, et elle, pareil. Oui, c'est ça. Et le truc de fou, c'est que depuis, et c'est jamais parti, j'ai envie d'aller à l'église. Je suis contente d'aller à l'église, j'ai hâte d'aller à l'église. Et c'est jamais parti depuis. Et je prie souvent pour pas que ça parte, parce que j'ai peur que ça parte et que je retourne dans ce que j'ai connu avant. Et du coup, on y retournait tous les dimanches. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, on faisait des trucs, mais vraiment qui étaient loin de Dieu. Donc on sortait, on allait en boîte. Enfin, moi je fumais, elle non, mais je fumais pas que la CE du coup, parce que au Canada c'était légal de fumer de la beuh par exemple. Ouais, okay. Et du coup, moi je voulais tester et j'avais essayé plusieurs fois et ça me faisait rien. Mm-hmm. Et une fois, j'ai fait un bad trip. Et en fait, je pense, mais j'étais quand même dans un cadre sécurisé. J'étais chez moi, j'étais avec mes amis. Okay. Il n'y a que moi qui a fait ce bad trip. Et en fait, je pense que c'est Dieu qui m'a dit, voilà, t'es au bout de ta limite. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne retouche plus à ça. C'est fini. C'est fini. Là, c'est fini. Et petit à petit, je pense que Dieu m'a laissé aller au bout de mes limites dans tout. Pareil, les boîtes, on sortait tout le temps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je suis pas sûre. Je me posais des questions avec Vic, on s'interrogeait. On se disait, est-ce que tu es sûre qu'aller en boîte le samedi soir et puis le dimanche matin à l'église, c'est cohérent et tout? Mais en fait, toutes les deux, comme on ne savait pas. Ouais. Mais j'allais dire, tu vois, on a été beaucoup de jeunes à faire ça. Le samedi soir en boîte, le dimanche matin à 10h. Oui, c'est ça. Puis nous, on allait le soir, du coup, parce qu'il y avait un service le soir. Donc on allait à 18h. T'avais le temps de dormir entre deux. On se disait, voilà, comme ça, on fait un peu tout. Ouais. Mais on se posait quand même la question, est-ce que c'est bien? Mais c'était vraiment des vraies questions. On se demandait si vraiment c'était OK ou pas. Et en fait, on a commencé juste à moins en moins y aller. Et puis nos potes, ils préféraient les soirées à la maison, des trucs chill. Et donc on a commencé à faire de plus en plus ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était mieux. Ouais. Et du coup, on a arrêté d'y aller. Évidemment. Et puis après, maintenant, je comprends que oui, vraiment, maintenant, si je retourne là-bas, je sais que je me sentirais pas à l'aise de par les comportements des gens, par la musique ou par... c'est pas un endroit où j'ai envie de... C'est pas, pas du tout. Et puis les intentions des gens, tu les connais pas. Enfin, même si moi, j'y allais pour danser, tout le monde n'y va pas pour ça. C'est ça. Et du coup, je pense que Dieu m'a laissé aller dans mes limites. Et donc, j'ai compris, je pense que le Saint-Esprit m'a révélé aussi, les choses que maintenant, il fallait que j'arrête. Et ça a été progressif. Et c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, au fur et à mesure que j'approchais le baptême, il y a des choses que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de fumer. Alors la CE, du coup, j'ai un peu continué quand même. Mais j'ai arrêté de boire. Je buvais plus beaucoup, en fait. Mais tu sais, c'est ce que je dis souvent, c'est que si Dieu attend des gens parfaits pour prendre le baptême, on le prendrait jamais. C'est vrai. Tu vois, il y aurait un stade où... Et ça, je l'ai toujours dit, et je leur dis à tout le monde, Dieu transforme les cœurs, mais c'est lui qui le fait et à son rythme. Il y a des choses qui ne sont pas des priorités pour lui. Tu vois, il y en a, je connais, qui ont pris leur baptême, qui fument encore. Regarde, moi j'ai pris mon baptême et j'ai fumé encore pendant je ne sais plus combien d'années. Mais parce que j'avais des choses bien plus profondes à aller traiter avant. Avant, là, Dieu, il s'en fichait de la cigarette. C'était son dernier truc qu'il fallait qu'il gère. Et d'ailleurs, ça a été, je crois, un des derniers trucs. Bon, il y a forcément toujours des choses à traiter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, pour lui, c'était pas important. Il y avait d'abord mon cœur à restaurer. Et puis après, la confiance à restaurer aussi. Et il y avait tellement de choses à faire que si la cigarette, c'est après, et si l'alcool, c'est après, et si... Dieu fait en fonction de chacun en son temps. Exactement. Et donc, il ne faut pas culpabiliser, en tout cas, là-dessus. Oui, exactement. Mais du coup, ça s'est fait naturellement aussi. C'est venu quelque part... c'est pas les gens qui m'ont dit « arrête de le faire ». Et du coup, c'est d'autant plus fort, c'est que du coup, c'est Dieu qui transforme le cœur. Exactement. Et là, c'est vraiment vrai. Je l'ai vécu, donc je peux le dire. Et du coup, avant mon baptême, j'ai quand même eu des attaques. Voilà, les classiques. Et je les ai beaucoup attaquées dans mes rêves aussi. Ouais. J'ai fait beaucoup de terreur nocturne, d'angoisse et tout. Mais ça, je savais que c'était des combats, tout ça. Je savais que c'était spirituel. Donc j'ai prié et puis c'est pas parti sur le moment.
C'est des combats. Ouais, c'est parti bien après. C'est des trucs que j'ai, même après mon baptême, je travaillais encore dessus parce que j'ai mis longtemps à arrêter de dormir avec des boules caisses et avec un masque pour les yeux, tellement j'avais peur de dormir la nuit. Et du coup, donc j'ai pris mon baptême, donc ma famille est venue, alors pas que pour ça, on a passé des vacances ensemble, mais elle est venue pour aussi ça. Et surtout, ils m'ont dit après, mais on pensait pas que ce serait à Montréal, on pensait que tu allais revenir, ou voilà. Et en fait, c'est leur prière, Dieu a répondu à leur prière, mais pas comme eux le voulaient, mais comme lui le voulait. Et c'est vraiment Dieu à ses façons. Et puis, donc, je me suis fait baptiser par mon oncle, dans un jacuzzi. Voilà. Donc, vraiment pour dire qu'il n'y a pas de baptême. Le baptême, ça se prend partout, en fait. Qu'importe. Tant qu'il y a de l'eau. C'est ça. Ouais, vraiment. Et donc, j'avais toute ma famille et c'était hyper important que ça soit devant la famille, du coup. Et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir témoigner aussi, parce que récemment, ça me posait des questions. Je me disais, mais j'ai pas témoigné devant une assemblée ou devant d'autres gens que ma famille qui connaissaient déjà du coup mon témoignage. Et pour moi, c'est important de montrer ce que Dieu a fait dans une vie à d'autres. Amen. Et du coup, c'est pour ça que je suis heureuse que tu me laisses la parole aussi pour en parler. Oh, wow. Et du coup, je me suis baptisée et puis je suis rentrée en France et en fait, j'avais peur quand même de retourner en France. Parce que j'avais peur de retourner à l'église, donc à la CVN du coup, parce que je me disais, mais les gens, ils vont me poser des questions, je suis partie, ils savent pas ce que je suis devenue, ils savent pas ce qui s'est passé dans ma famille et tout, donc j'avais peur de ça. Et en fait, j'avais dit, Dieu, je veux bien retourner à l'église, mais par contre, je veux vraiment pas qu'on me pose des questions, parce que sinon, ça va me braquer et je vais plus revenir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je suis arrivée à l'église et personne m'a posé des questions. C'était comme si, en fait, tout le monde m'a accueillie, mais personne m'a dit, tu fais quoi? Pourquoi t'es pas venue? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue. Qu'est-ce que tu deviens, machin? Et je me suis vraiment pas du tout sentie agressée. Et du coup, j'ai commencé à revenir. Et j'ai jamais quitté l'église, du coup. Wow. Et je dis merci Seigneur, parce que y a que lui qui pouvait faire ça. Et en fait, les questions, oui, j'en ai eu par la suite, mais j'étais OK d'en parler. Ouais. Et ouais, ça c'était un truc fort. Et pour finir avec cette histoire de ma meilleure amie, fallait quand même que j'ai... C'est vrai qu'il y a eu un blanc. Il y a eu un gap quand même, mais je voudrais quand même en reparler. C'est que du coup, j'avais aussi peur de rentrer en France, du coup, de la revoir, d'être dans la même ville, parce que là, du coup, je revenais au Havre. Ouais. Et donc, j'avais peur de ça. Et puis, j'ai eu à cœur un jour de lui écrire une lettre. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de lui envoyer un message. Je voulais vraiment que ça soit mon écriture et que ça soit vraiment des mots, mes mots. Et donc, je lui ai écrit une lettre. Au dedans, je lui ai demandé pardon, déjà. Je crois que dans l'ordre, je lui ai déjà demandé pardon. Et je lui ai dit, je m'excuse si moi, je t'ai dit des choses qui t'ont blessée, si j'ai fait des choses qui t'ont blessée. Ça n'a jamais été mon intention derrière. Et je lui ai dit, je voulais te dire aussi que je te demande pardon. Je te demande pardon et je te pardonne, sachant qu'elle ne s'est jamais excusée. Donc, je la pardonne de tout ce qu'elle m'a fait. Et je lui ai dit, je me suis baptisée. Et pour moi, c'est important de te dire que toutes les choses que tu m'as dites, je les lâche maintenant, je les libère. Et je lui ai dit, vraiment, je veux que cette lettre, ça soit symbolique. Et que à travers, moi, ça me libère aussi de toutes les choses qui ont été dites. Et t'as brisé les chaînes. Ouais, je voulais plus avoir de rancœur et de rancune contre elle. Et je lui ai dit ça. Et en faisant cette lettre, je me suis aussi pardonnée moi-même aussi d'avoir accepté toutes ces choses. Et je lui ai envoyé, et je lui ai dit, je n'attends pas de retour, je sais pas si tu me réécriras, mais moi, c'est vraiment juste pour moi aussi que je le fais. Sûr. Mais t'es pas obligée de répondre. Et en fait, elle m'a renvoyé un message et elle m'a dit, je t'avoue, j'ai pas du tout compris ta lettre, c'est un peu tombé de nulle part et tout. Et en fait, j'ai très vite vu que, en fait, elle avait pas changé. Et très vite, elle est repartie dans, tu t'excuses, c'est bien, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, ok. Là, j'ai quand même essayé de dialoguer et je me suis dit, non, là, ça sert à rien. Donc, il y a quand même eu un combat en moi qui me disait, ok, là, il faut que de nouveau tu lâches prise parce que ça sert à rien. Et j'étais beaucoup mieux entourée, donc là, les gens directement m'ont dit... Là, ils prenaient soin de toi. C'est ça, ouais. Là, j'ai un cocon d'amis très sain, c'est très bien.
Et du coup, j'ai lâché ça. Et en fait, très très récemment, donc là, en août dernier, elle m'a souhaité mon anniversaire. Et je m'y attendais pas parce que vu comment ça s'était terminé avant, voilà, c'était un peu surprenant. Et je lui dis merci beaucoup. Et puis je me dis peut-être qu'on peut essayer de reparler. Donc je vois un peu sa démarche et je lui dis moi j'aimerais bien qu'on se voit, voir si ça va mieux et tout. Sachant que j'avais toujours encore cette peur d'elle. Hein. J'avais encore peur de la croiser et tout. Mais je lui dis il faut moi je veux pas qu'on essaie de rabiboucher les choses si on s'est pas vu avant. Et donc on se voit et en fait c'est comme si on s'était jamais quitté vraiment. Là c'était vraiment positif, c'était vraiment bien. J'avais l'impression de retrouver une amie. Et en fait, je crois qu'on est resté toute l'après-midi ensemble. Et puis, en fait, on a commencé à parler. Et puis, en fait, j'ai vu qu'après, il y avait des discours qui changeaient. Et ça a recommencé. Et en fait, je savais que c'était Dieu qui voulait que je la voie. Je savais qu'il avait permis que ça se fasse. Mais du coup, de nouveau, j'ai dû dire, non, là, ça le fera toujours pas. Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement et je veux pas repartir dedans. Et je demandais au Seigneur, je disais, mais Seigneur, explique-moi pourquoi j'ai dû la revoir. Ouais. Et en fait... Une semaine après, je m'en étais pas rendu compte avant. Une semaine après, je me suis rendu compte que j'avais plus peur d'elle. Mais vraiment l'emprise jusqu'au dernier moment qu'elle avait sur moi, donc c'est-à-dire le peur de la croiser, tout ça. Tu l'avais revue, donc c'était fini. Et je l'ai vue. En fait, c'était comme maintenant, je pourrais la croiser, je pourrais lui faire la bise et tout. Il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, merci Seigneur, parce que c'était vraiment la dernière chose qui me pesait. Et des fois, je m'empêchais de faire des petits trucs parce que j'avais peur de la croiser. Et je me dis, mais là, je suis totalement libre. Et franchement, Dieu, il travaille. Mais ça a duré longtemps parce qu'il y a eu presque 1 an et demi entre deux. Mais Dieu a travaillé les points petit à petit. Wow. Et c'était un truc de fou. Et maintenant, moi, je prie pour elle. J'espère qu'un jour, Dieu la touchera. Parce qu'évidemment, les gens comme ça, c'est des gens qui sont malheureux. Qui sont très tristes, qui ont des combats et tout. Et je prie pour elle. Et moi, ma plus grande victoire dans ma vie, ça serait de la voir un jour aller à l'église et se convertir. Donc, je continue à prier pour elle. Et voilà. Donc, sacré témoignage. Hein. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je pense que c'est aussi encourageant pour les gens qui nous écoutent, que ça soit des parents, des frères et sœurs, ou qui prient pour des membres de leur famille qui ont soit quitté l'église, soit qui ont renié Dieu ou autre. Les prières de la famille, la prière des parents est tellement une prière qui est puissante. Et ça prend le temps que ça prend. Mais il y a toujours la victoire au bout. Et ça, vraiment, j'y crois. Et je sais qu'aujourd'hui, si même ce podcast existe, c'est parce que mes parents ont prié pour moi dans des temps où j'étais aussi très éloignée de Dieu. Et aujourd'hui, si Eva est là, c'est parce que aussi ses parents ont prié pour elle et qui n'ont pas lâché l'affaire. Et quelle grâce aussi de voir ce témoignage-là qui est pour moi un miracle. Et c'est une vraie victoire. Et je pense que ça peut encourager en tout cas plein de personnes à continuer à prier et à pas lâcher, même si ça met des années. Oui, ça peut mettre des années. Wow. Mais la récompense est belle parce que à la fin, quand Dieu touche quelqu'un, c'est une victoire pour tout le monde. Et franchement, je peux que remercier mes parents, remercier Dieu d'être venu parce qu'il n'était pas obligé de venir me chercher. Et remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, de m'avoir entourée de nouveau. Et ce que je disais, il est tellement intentionnel dans tout ce qu'il fait. Et même si ça... il y a les choses qu'on fait à l'église. Et moi, je suis totalement sortie de tout ça. Et même dans mon baptême, ça n'a pas été conventionnel. Et pourtant, Dieu a choisi quelque chose comme ça quand même. Et voilà, je suis très heureuse. Puis de voir aussi que tu es libre. Exact, Parce que Dieu t'a délivré de cette emprise qui était sur toi, de cette amitié qui était toxique. Et il t'a ramené à la maison. Totalement. C'est un peu ça. Totalement, et aujourd'hui, quand on voit, c'est ce que je te disais la dernière fois, t'as tellement changé, t'es lumineuse. Enfin, je disais, t'as trop de lumière. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'on sent qu'il y a eu un avant et un après. Et qu'aujourd'hui, t'es libre, mais t'es libre en Christ. C'est vrai, amen. C'est tellement vrai. Exactement. Mais j'ai jamais été aussi libre que maintenant. Et jamais été aussi heureuse que maintenant. Et pourtant, j'en ai fait des choses, mais jamais autant que maintenant. Waouh. Ouais.
Eh bien Eva, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère en tout cas vraiment que ça vous édifiera et que vous pourrez voir aussi que rien n'est impossible à Dieu. Et ça vous encourage aussi à continuer à persévérer dans la prière. Et voilà, je veux juste te remercier d'avoir accepté aussi d'être venue. Avec plaisir. Merci à toi parce que comme je te disais, ça répondait aussi à une prière d'être ici aujourd'hui. Donc ouais, je suis très heureuse. Wow. Voilà. Eh bien écoutez, en attendant de vous retrouver très vite, je vous fais des gros bisous, vraiment soyez bénis et à très bientôt. Ciao.